C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, au CENIA 2024, le hackathon J'aime ma langue révèle des innovations. Désormais, un test de n'importe quelle langue étrangère peut être traduit ou doublé en audio dans les langues Fon, Dindi et Yoruba. Pour assurer sa mission de garant de la sécurité routière, le CNSR est en quête de données fiables. Il vient de conclure avec des universitaires des partenariats visant justement à le doter de ces données. Et puis nous irons à Dassa où le concassage est une activité qui perdure dans le temps. Le granit concassé ne sert plus seulement à la construction, il est la matière première de plusieurs autres objets. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Pour démarrer, on prend la direction de l'Assemblée nationale. Après le Bloc républicain et l'UP Le Renouveau, le groupe parlementaire Les Démocrates s'est prononcé sur la crise entre le Niger et le Bénin. Il salue la décision du gouvernement qui a provisoirement levé l'embargo sur l'embarquement du pétrole nigérien. Les démocrates appellent les deux parties à aller à la table de négociation et à se montrer sensibles aux souffrances des deux peuples. Voici un extrait de leur déclaration. Monsieur le Président, ce qui arrive aujourd'hui aux deux peuples frères du Bénin et du Niger devrait être perçu comme un simple accident de parcours que nous devons, dans la transparence et la confiance mutuelle, transcender et résoudre au plus vite pour relancer la coopération entre les deux pays qui ont inséparablement un destin lié. Il ne s'agit pas de trouver un plus fort, un plus intelligent ou celui qui a raison. C'est le défi actuel de notre parcours commun en tant que peuple, voisins et frères. Le charisme d'homme d'État se révèle le plus souvent au carrefour des tumultes et à l'heure des défis majeurs. Notre pays a levé l'embargo sur l'embarquement du pétrole nigérien et ceci prouve notre volonté de ne pas pourrir davantage la situation. Le groupe parlementaire Les Démocrates appelle les acteurs et d'autres pour donner de la hauteur afin qu'ensemble, il soit possible de jeter un nouveau pont pour des pourparlers qui vont augurer d'un lendemain meilleur. En titre, le Bénin est à quelques pas de devenir un acteur majeur de l'intelligence artificielle dans la sous-région ouest africaine. L'édition 2024 du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle en a donné la preuve avec la possibilité désormais d'avoir un test en n'importe quelle langue étrangère, traduit ou doublé en audio dans les langues Fon, Dindi et Yoruba. Les précisions avec Ulvaeus Balogun. Merobisibu na be tobra tonkuro tondro na be kuro tobra na be siara kai kana yokai be semeno ngeli wikiabu mswaso. Je continue. C'est en langue locale bâtonnou qu'elle plante le décor pour souhaiter la bienvenue aux participants de cet événement qui met les langues au centre de ses enjeux. Imaginez que dans cette salle, on ait un dispositif basé sur l'intelligence artificielle qui me permettrait de délivrer le message que j'ai à vous délivrer ce soir dans la langue que je parle le mieux, dans ma langue maternelle. Et que chacun de vous, vous ayez à votre disposition, grâce à ce dispositif, la possibilité d'écouter mon message, de l'entendre dans la langue que vous aurez choisie. Imaginez cela. Un monde d'imagination et de possibilités avec au cœur de son action l'intelligence artificielle. C'est tout le sens de ce rendez-vous incontournable sur la convergence des possibilités entre l'IA et l'entrepreneuriat numérique. Le débat qui existe aujourd'hui par rapport au ralentissement de l'introduction de l'intelligence artificielle ou de technologies liées à celle-ci
dans les produits ou dans l'usage de tous les jours est beaucoup moins important que la question qui consiste à se demander comment faire pour que les bénéfices de cette technologie arrivent à tout le monde, partout dans le monde. Cette possibilité se traduit ici, au Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle CENIA. On y vibre au rythme de l'innovation technologique avec un challenge, le hackathon multimodal et multilingue. Le hackathon multimodal et multilingue que nous avons eu à réaliser, premier du type en Afrique, ce hackathon nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Il nous a permis de nous rendre compte que nos langues sont une richesse, ça on le savait déjà. Mais en même temps, il nous a permis aussi de pouvoir mettre en compétition plus de 2000 développeurs. À l'arrivée, 3 équipes gagnantes. Avec leurs solutions, désormais, le Bénin pourra efficacement adresser les problèmes de développement qui se posent. Je m'engage à ce que les lauréats que nous avons vus tout à l'heure, que nous puissions les encourager à pouvoir voir leurs solutions implémentées réellement pour résoudre des problématiques concrètes. Ce hackathon multimodal et multilingue vise donc à développer des applications d'intelligence artificielle capables de transformer du texte ou de l'audio en image et de l'audio en audio en utilisant les dialectes locaux tels que le Fon, le Dendi et le Yoruba. Il entend ainsi promouvoir l'innovation dans les secteurs de l'audiovisuel, du tourisme et de l'agriculture, tout en préservant la richesse culturelle des communautés béninoises. Autre innovation de ce salon, vous pourrez bientôt également suivre le journal télévisé dans nos langues nationales. La démonstration a été faite à l'aide d'applications d'un genre nouveau créé par des jeunes en 3 jours lors du hackathon dénommé J'aime ma langue. Les enjeux et les perspectives avec Ulvaeus Balogun. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour préserver, promouvoir et développer les langues locales est aujourd'hui plus qu'un enjeu du développement. Et le CENIA 2024 y trouve d'ailleurs un grand intérêt avec l'organisation du hackathon multimodal et multilingue doublé de la campagne J'aime ma langue, une initiative qui promeut la diversité linguistique et culturelle. Ici, au Palais des Congrès de Cotonou, où se tient l'événement, les réflexions tournent autour de la recherche en IA, mais mieux encore, autour de la nécessité de la préservation de la langue grâce à cet outil. Nous sommes avec Maouna Akplogan, le coordonnateur du programme Hackathon, ici sur le site du CENIA. Il y a un hackathon multimodal et multilingue qui a été organisé dans le cadre de ce CENIA. Dites-nous un peu de quoi il s'agit. Déjà, avant tout, un hackathon, c'est un concours, en fait, une espèce de compétition entre des gens qui savent développer. Et ce qu'on fait, c'est qu'on lance un challenge compliqué, normalement quelque chose qui doit être réalisé en 3 ans, il faut le faire en 3 jours. Et donc là, on a décidé de soumettre à la communauté des problématiques autour de nos langues locales. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut construire des modèles d'IA capables de parler du Dendi, du Yoruba, du Fon, et tout ça en 3 jours. Et ça, c'est le challenge qui a été lancé, notamment dans la perspective de faire du doublage de films ou plein d'autres choses. Et le défi a-t-il été relevé par les participants? On avait déjà au Bénin, ne serait-ce qu'au Bénin, on avait 32 projets. On avait une dizaine de projets qui étaient exceptionnels. Il y a 3 qui ont été primés. Et donc, c'est les meilleurs projets. C'était assez intéressant. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a démontré qu'on est capable de pouvoir entraîner des modèles de langage dans nos langues. Ça, c'est ce qu'on peut conclure. Ça veut dire qu'en fait, que si on continue le travail et que si la recherche continue dans ce sens, demain, vous pouvez avoir des gens dans le marché, sur le marché à Dantokba qui pourront lire le matin ou la fraternité, les journaux sans problème. Ou même des films en anglais que vous allez voir directement à la volée dans nos langues. Dans les exemples qu'on a vus hier, il y avait un jeune qui permettait justement de pouvoir doubler des films. C'est un début. Il y a quelqu'un qui a montré que juste avec une petite photo, d'accord, on pourrait arriver à lire un journal en Yoruba. Il y a plein de choses dans ce sens-là. Je pense que dès l'instant où des entreprises prennent le sujet, et ça va être ce qui va être fait, parce que c'est Messity va accompagner ces différentes personnes
dans le cadre d'un programme d'incubation, et ça va leur permettre du coup à la fin de pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour développer des structures. Mais il faut des entreprises, il faut des startups pour porter en fait ce type de projet par la suite. Et c'est ce qui a commencé d'ailleurs, parce que les lauréats seront incubés justement dans cette optique. J'ai vu des jeunes dans des marchés, j'ai vu des Émy Jaman en train de parler du fond, j'ai vu la ministre en train de parler le bâtonnou au démarrage. C'est ce que nous on a envie de voir. Et c'est justement ça, en fait, j'aime ma langue, c'est ça. La technologie est au service de ce type de projet. Et c'est ce que l'IA va permettre de faire. On sera au service en fait justement de ce type de programme. Et si ça peut aider, ce sera déjà très bien. Et vous l'utilisez souvent pour accéder rapidement à des sites sans avoir à saisir l'adresse web. C'est le code QR appelé en français code à réponse facile. Quel est son rôle dans l'interopérabilité régionale? Le CENIA s'y est également penché. L'importance de l'émergence du QR code dans le numérique, et c'est avec Arnaud Adadia et Edmond Humbo. Le code QR est une nouvelle désignation qui rentre doucement dans les habitudes. Dans l'univers du numérique, il est perçu comme un symbole renfermant des informations que seules des personnes averties peuvent déchiffrer. C'est ainsi que, dans cette salle, panélistes et participants du Salon du numérique défrichent comme un maïs le format code QR. Le code QR, c'est une image qu'on peut essayer de scanner avec son téléphone et accéder à un emplacement sur le web. Ça peut être vers un site web, ça peut être vers un réseau social, ça peut être vers des informations stockées sur une page web spécifique. Donc voilà ce que c'est qu'un code QR. Au lieu d'avoir 5 ou 10 présentations qui vous disent ce que fait la société, comment elle fait ses produits et services, nous vous offrons un code QR. Et ce code QR, donc, c'est un peu ce que vous avez là à l'écran et qui se trouve aussi sur notre carte mono. Et donc le QR a encapsulé l'adresse URL, l'adresse web, qui vous permet d'aller sur un site web où vous allez pouvoir tranquillement regarder toutes les informations. Le format code QR pour l'interopérabilité régionale est l'un des thèmes débattus au Salon CENIA qui draine du monde. Aujourd'hui, les services qui découlent du numérique foisonnent. Ici, nous sommes venus à la fois. On a par exemple mis un code QR sur nos visuels de communication pour que quiconque scanne ce code puisse accéder directement à la plateforme. Il faut dire que l'imprimante 3D que vous voyez là, c'est une imprimante qui est déjà disponible dans plusieurs zones, par exemple. Donc, quand vous parlez de la connectivité et autres, déjà, c'est de valoriser ces innovations-là et de les mettre à disposition de sorte que, peu importe dans le monde, on puisse avoir accès sans difficulté. Au regard de ces nombreux avantages, le code QR est un outil de sécurisation des informations destiné à des personnes qui ont droit d'accéder à l'information. Dans le reste de l'actualité, le sel béninois, bientôt un label de qualité. C'est un défi que le gouvernement entend relever à travers le projet de promotion de sel local IED ProSel. Une délégation du ministère en charge des petites et moyennes entreprises, accompagnée des partenaires techniques et financiers, était sur le site dédié à Diegbadi, dans la commune de Ouida, pour constater l'évolution des travaux. Gilles Dansou et Wenceslas Aouimo. Moderniser la production du sel dans 5 communes du Bénin, à savoir Ouida, Akbomassé, Semekodi, Grand Popo et Komé, c'est l'ambition du gouvernement. Elle se concrétise par la mise en place du projet ProSel, projet de promotion du sel local IOD. La délégation du ministère en charge des petites et moyennes entreprises, du PNUD et d'autres bailleurs de fonds visite le chantier de construction du site de Diegbadi à Ouida. Par ce projet, nous visons à réduire la pénibilité du travail à nos mamans qui s'y adonnent. Nous visons à accroître la productivité, mais surtout la quantité aussi. Mais à la fois, nous visons également la préservation de la mangrove. Ouais, là où nous sommes en milieu humide. Des innovations qui ont été introduites ici sur ce site-là. Et ces innovations, il faut le signaler, je crois que c'est très important, ont été faites par des innovateurs béninois. Nous n'avons pas fait venir des gens de l'extérieur pour innover. Et là, on a aussi un très bon exemple de ce qu'on appelle une coopération sud-sud. Là, c'est le Bénin maintenant avec les pays de l'IPSA, donc Inde, Brésil, Afrique du Sud. Et vous voyez un peu, c'est aussi le résultat de cette collaboration. Ici, les femmes produisent du sel à l'aide de l'énergie solaire. Plus loin, c'est le village de production traditionnelle de sel Ouladier. C'est la technique de chauffage qui est adoptée.
Le Procel entend à travers la modernisation de ces sites s'adapter aux normes internationales. C'est un projet de 4 ans. Les 2 premières années avaient une intensification d'intervention au niveau de la commune de Ouida. Et à la suite des expérimentations, on implémente les stratégies retenues dans les autres communes. Donc, après 2 ans, nous sommes dans la 3e année. Et il faut retenir qu'à l'heure actuelle, le projet est autour de 50% de taux d'exécution financière et à moins de 25% de taux de réalisation physique, compte tenu de la construction que nous avons vue qui est en cours. Les femmes productrices de sel adhèrent à cette politique de modernisation. À Dassa, dans les collines, le concassage est une activité qui perdure dans le temps. Elle révèle des richesses de ce département et la bonne nouvelle est que désormais, les concasseurs, à travers la modernisation de leur savoir-faire, fabriquent plusieurs autres objets à partir du granit. Constat avec Gloria Oni, Mathieu Sokenou et Moïse Agoye. Des collines précédemment réduites en gravier sont aujourd'hui transformées en des objets ménagers. Ces mortiers en sont un exemple. Tranquillin, ce jeune tailleur de pierre, a appris ce métier sur le tas. Ça là, ça a pour taille, hauteur 15 cm, profondeur 10 cm et de diamètre 15 cm aussi. Si nous prenons cette matière qui est le granit, ils nous ont dit que c'est la plus dure des matières qu'on appelle la pierre. Donc si déjà nous arrivons à façonner ça à être utile pour tout le monde, ce serait quelque chose de durable. Ça va prendre du temps avant que ça ne se gâte. Les grossistes des pierres, quant à eux, vont à l'assaut des montagnes, des grottes, à la recherche des pierres à revendre. Cette activité est un art ancestral, mais à l'époque, la fabrication de ces objets n'était pas développée par les autochtones des collines. On va dans la brousse pour chercher des bois pour mettre de feu. Après avoir mis de feu, ça prend assez de temps avant qu'on trouve de traces pour pouvoir casser. On remarque les plus jeunes travaillant sur les sites de concassage. Parfois, cela s'explique, même si la protection des droits des enfants oppose un non radical. Comme il n'a pas le cours ce soir-là, c'est ça, il est venu aider sa maman. On n'a pas encore cette chance-là d'avoir un marché de coulement ailleurs. C'est notre seule place d'exposition qu'on a ici en face de l'atelier où on transforme les pieds. Au départ, on a commencé avec une seule meuleuse d'angle, mais aujourd'hui, on est à 4 meuleuses d'angle. Les difficultés qu'on a beaucoup plus rencontrées, c'est au niveau du matériel. On n'a pas de matériel pour pouvoir faire la finition telle que nous souhaitons ça. Ces graviers vont être utilisés plus tard dans la construction des routes et des maisons et les pierres d'ornement vont embellir les domiciles et les lieux de travail. Pour une comptabilité fiable et transparente, les autorités de l'espace OHADA ont mis en place depuis janvier 2024 de nouvelles règles de tenue de compte pour les entités à but non lucratif. De quoi cela retourne et quelles en sont les implications? Les acteurs ont été sensibilisés à ce propos. Prise Thibozo et Alexandra Dioton. Les associations, fondations et autres entités, telles les organisations religieuses au sein de l'espace OHADA, sont soumises depuis janvier 2024 aux dispositions du SIS-BNL en matière de gestion financière. Le SIS-BNL, système comptable des entités à but non lucratif. Je vais vous présenter le contexte. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin sensibilise sur le contenu de ce référentiel. Tous les professionnels ont été déjà formés à ce référentiel, mais il s'est fait que les destinataires ou les entités bénéficiaires de ce référentiel n'ont pas encore été suffisamment informés. Et donc, cette séance
d'information, de sensibilisation a été préparé pour combler ce vide. Nous espérons vraiment être outillés par rapport à la tenue des livres comptables. Nos attentes, c'est de comprendre ce référentiel, de savoir ce à quoi cela nous engage, de savoir quelles sont les obligations nouvelles que cela génère pour nous. L'appropriation des nouvelles règles est d'intérêt pour les différentes parties. La seule obligation d'avoir de publier des états financiers à la fin de chaque année remet sur eux une obligation de bonne gouvernance. Et deuxième atout pour nous, cette séance permettra à ce que l'on sache que ce ne sont que les experts comptables régulièrement inscrits au tableau qui peuvent leur fournir d'accompagnement et d'assistance à la production, à la présentation des états financiers et qui ne doivent pas aller vers d'autres professionnels au risque bien sûr d'être sanctionnés et de ne pas avoir la meilleure prestation ou le meilleur résultat. À la longue, cette application va permettre une amélioration significative de la qualité de l'information financière dans notre sous-région. Le Comité national de suivi du schéma de développement de l'espace régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est officiellement installé. Il a tenu par la même occasion sa première session ordinaire. Ces deux activités ont réuni les acteurs de l'aménagement territorial avec le soutien de l'Union. Les précisions avec Ramatou Lawani et Arnaud Adadja. L'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA rêve d'ici à 2040 d'un seul territoire où les peuples se côtoient, coopèrent et travaillent. Le CNSDR est le comité national de suivi de l'aménagement de cet espace. C'est en effet par arrêté que ce comité a été créé. Aujourd'hui, vous concrétisez donc cet acte. Conformément aux attributions du comité national de suivi du SDR, je ne doute point que vous serez à la hauteur de la mission qui vous est confiée. En ce qui nous concerne, la commission de l'UEMOA, vous pouvez compter sur l'accompagnement de l'Union pour le bon fonctionnement du comité national afin de parvenir à la mise en œuvre efficiente du SDR. Vous avez un rôle fondamental dans la préparation du programme d'action du gouvernement. Il ne s'agit pas seulement du secteur du cadre de vie et des transports, il s'agit de tous les secteurs de développement de l'économie nationale qui doivent concourir à la consolidation de l'économie régionale. Parce qu'il faut être dans le monitoring permanent de ce qui se fait au niveau national pour assurer que le schéma se décline et se consolide progressivement. À présent que ces membres sont officiellement installés, il n'y a point de doute, l'UEMOA enclenche ainsi la marche de la mise en œuvre des projets communautaires. En matière de sécurité routière, les données fiables sont une denrée importante et indispensable à une prise de décision efficace. Pour l'avoir compris, le Centre national de sécurité routière a conclu avec des universitaires des partenariats visant à le doter justement de ces données. La cérémonie de signature des accords s'est déroulée à la clôture d'un atelier de 2 jours sur la validation des données du décomptage des accidents de l'année 2022. Les précisions avec Virgile Arodéon et François Nissot. Après la validation des données issues du décomptage des accidents de l'année 2022, l'unanimité s'est faite autour de la nécessité pour le Centre national de sécurité routière de renforcer sa collaboration avec les universitaires. Le laboratoire de psychologie appliquée, l'Institut régional de santé publique et le laboratoire d'épidémiologie des maladies chroniques et neurologiques entrent donc en partenariat avec le CNSR pour mettre à sa disposition les données précises dont il a besoin pour optimiser ses décisions. Si vous n'aviez pas la précision sur les données, si vous n'avez pas l'exhaustivité des données, si vous n'avez pas la fiabilité des données, et vous ne pouvez pas prendre de meilleures décisions. Et donc, la logique qui soutient aujourd'hui la signature de la convention avec les universitaires vient un peu pour renforcer la plateforme des acteurs avec qui nous travaillons, les sapeurs-pompiers, mais nous avions compris qu'il faut aller vers les méthodes digitales, renforcer beaucoup plus le dispositif de recueil des accidents, toutes choses qui peuvent nous permettre d'avoir les données à temps réel
Les deux activités, à savoir la validation des données relatives aux accidents de 2022 et la signature des protocoles d'accord avec les gestionnaires de données que sont les universitaires, se tiennent dans le cadre de la commémoration du 16e anniversaire de l'Organisation de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Les travaux se déroulent autour des leçons pour les agents de la sécurité routière en ce qui concerne la sûreté et la durabilité des transports en Afrique de l'Ouest. Le partenariat UNICEF-Union européenne aux côtés du gouvernement béninois porte ses fruits. Une délégation des ambassadeurs de l'UE était à Nati Tengou dans un collège bénéficiaire des actions du partenaire de l'UNICEF. Les résultats sur place forcent l'admiration. Faisons la visite avec Jean-Claude James. Le collège d'enseignement général Yimporima accueille chaleureusement les ambassadeurs avec à leur tête Sylvia Hartleif, chef de l'Union européenne au Bénin. Ici, l'impact des interventions de l'UNICEF est apprécié. Kit scolaire, cash transfert aux filles de 9 à 15 ans, gouvernement scolaire, père éducation, salle numérique. Les bénéficiaires sont impactés. Vous les voyez à l'école. Et si vous parlez avec le directeur, vous verrez qu'il y a eu une augmentation importante du nombre de filles à l'école, notamment au collège. Avant, ici, le niveau parité filles-garçons était autour de 30% de filles contre 70% des garçons. Et également au niveau de l'apprentissage, on a une amélioration de taux de réussite. Et il y a aussi un autre programme, c'est après l'école, que fait-on ? C'est trouver un emploi. Et donc bien sûr, derrière, vous avez une activité sur l'employabilité pour aider les jeunes à comment se vendre et chercher un emploi. Pour chaque enfant. Cette visite au CEG Yimporima, l'un des collèges aux meilleurs résultats, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin, financé par l'UE, ce partenaire du Bénin. On a beaucoup plus échangé sur la paix dans notre établissement, la paix dans la communauté, la paix dans le Nord Bénin. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit cultiver la paix si on veut un développement. J'ai plaidé au niveau de l'Union européenne pour la poursuite des études des enfants après le bac. Sinon, par manque d'accompagnement, leur rêve s'éteint. Nous sommes satisfaits de l'impact du partenariat de l'UNICEF et de l'Union européenne, et plus spécifiquement celui du projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin. Je vous prie d'agréer l'expression renouvelée de mes profondes gratitudes. Les diplomates quittent Nati Tengou après une visite aux jeunes participants au Festival pour l'emploi et l'entrepreneuriat social, l'une des activités phares de ce projet. Faisons le point de l'actualité internationale, une compilation que nous propose Gloria Oni. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dénonce l'intimidation et le harcèlement dont sont victimes en Tunisie des avocats et membres des médias critiques du gouvernement et de ses politiques migratoires. Les perquisitions contre l'ordre des avocats dans ce pays portent atteinte à l'état de droit et violent les normes internationales relatives à la protection de l'indépendance et de la fonction des avocats. Selon l'ONU, de tels actes constituent des formes d'intimidation et de harcèlement. Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme exhorte des autorités à respecter et à sauvegarder les libertés d'expression, d'association et de rassemblement pacifique qui sont garanties par le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la Tunisie adhère. L'appel à l'aide humanitaire de l'ONU pour secourir le Soudan en proie à une guerre civile et qui s'enfonce dans la crise est catastrophiquement sous-financé à hauteur de seulement 12%, dénonce l'ONU. L'ONU et les autres partenaires humanitaires ont besoin de 2,7 milliards de dollars cette année pour venir en aide notamment à 15 millions de personnes qui ont urgemment besoin d'aide. Rappelons que globalement 25 millions de personnes, soit la moitié de la population du Soudan, a besoin d'assistance. Dans la salle d'audience de la Cour internationale de justice à La Haye, Pays-Bas, l'Afrique du Sud appelle à la plus haute juridiction de l'ONU à ordonner à Israël de cesser ses opérations militaires à Gaza.
Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.